n'est-ce pas? Mais moi, Mathilde, ce soir, je souhaiterais te proposer un jeu de non-interview à travers la rencontre avec Gaston Bachelard. Donc Gaston Bachelard, un philosophe de la première partie du XXe siècle, philosophe français, un des premiers philosophes qui a pris comme objet d'étude la matière et qui s'intéressait à la symbolique et la rêverie des éléments eau, terre, air, feu. Donc rien d'étonnant que ce soir, pour pouvoir créer des résonances avec ton travail d'alchimiste, Mathilde, je vous proposerai la lecture de quelques passages de ces modestes, petits et extraordinaires livres, La psychanalyse de feu, de Gaston Bachelard. Tout en espérant que vous aussi, vous pourriez rentrer dans la rêverie active, telle que Bachelard pourrait imaginer face aux œuvres de notre alchimiste de ce soir. Est-ce que tu es prête à ce jeu? Elle a dit oui. La rêverie au coin du feu a des axes les plus philosophiques. Le feu est pour l'homme qui les contemple un exemple de plan de devenir et un exemple de devenir circonstancié, moins monotone et moins abstrait que l'eau qui coule, plus prompte même à croître et à changer que l'oiseau au nid surveillé chaque jour dans le buisson. Le feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter toute la vie à son terme, à son au-delà. Alors, la rêverie est vraiment prenante et dramatique. Elle amplifie le destin humain. Elle relie le petit au grand, le foyer au volcan, la vie d'une bûche et la vie d'un monde. L'être fasciné entend l'appel du bûcher. Pour lui, la destruction est plus qu'un changement, c'est un renouvellement. Est-ce que la destruction est un renouvellement, Mathilde? Oui, je pense effectivement que la destruction, c'est un concept humain qui nous ressemble et qui est limité et qui est nourri par la peur de la fin F-I-N, mais en fait, dans cette planète, sur cette planète qu'on habite, la matière, elle est circulaire, elle se renouvelle perpétuellement. Elle est un tout initial qui ne peut ni augmenter, ni s'amoindrir. Donc du coup, la destruction, en soi, ça ne peut pas exister. Tout est transformation, tout est métamorphose, tout est changement. Oh, ça me parle. Est-ce que tu parles dans ton travail avec ce désir déjà de transformation? Est-ce que c'est ça ton moteur? C'est pas le mien, le moteur, c'est celui des livres. C'est eux qui m'ont dit un jour, ah non, on est des arbres en fait, c'est ça qu'on est. Et donc c'est arrivé dans l'atelier. Ils ont dit ça. Ils m'ont dit, bah toi, puisque tu as trouvé ce truc, enfin, il t'arrive ce truc-là, t'as qu'à le dire aux autres. Donc c'est vraiment un travail que l'on fait ensemble, avec le feu. Je recommence. L'amour, la mort et le feu
sont unis dans un même instant. Par son sacrifice dans le cœur de la flamme, le feu mère nous donne une leçon d'éternité. La mort totale et sans trace est la garantie que nous partons tout entier dans l'au-delà. Tout perdre pour tout gagner. La leçon de feu est claire. Après avoir tout obtenu par adresse, par amour ou par violence, il faut que tu cèdes tout, que tu t'anéantisses. Qu'est-ce qu'il cède? Qu'est-ce qui s'anéantit? Et quelle est la leçon d'éternité? Qu'est-ce qui cède? Je pense que ce qui cède, ce qui doit céder, c'est l'ego. Parce que c'est celui qui emprisonne dans le présent et empêche de concevoir la circularité de la vie. Qu'est-ce qui s'anéantit? C'est le concept. C'est l'idée. Aucune idée peut être figée en fait. C'est sûr que dans nos petites vies humaines, on s'accroche aux idées, mais on se rend bien compte que les idées, elles évoluent. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours vivant debout sur cette planète aussi étrangère que nous sommes à elle, nous qui sommes tout nus avec assez peu d'attributs pour interagir avec elle comparé au reste du vivant. Donc je pense que ce qui doit être anéanti, c'est le concept. Qu'est-ce qui est éternité? Qu'est-ce qu'est la leçon d'éternité? Est-ce que tu la reçois ou est-ce que tu la vis dans ton travail? C'est une forme de déploiement du cœur. Je dirais c'est l'amour, mais pas l'amour humain entre deux personnes. Je parle d'amour inconditionnel, infini, déployé, accueillant, qui est de l'ordre de cette chose miraculeuse, cette planète incroyable sur laquelle on habite. On vit sous un ciel bleu. Si vous y pensez des fois, c'est bleu au-dessus de nous. On est habitué, du coup on ne se pose pas la question, mais c'est bleu. Ouais, l'éternité c'est sans doute l'amour. Je poursuis. Le feu et la chaleur fournissent des moyens d'explication dans le domaine le plus varié, parce qu'ils sont pour nous l'occasion de souvenirs impérissables, d'expériences personnelles, simples et décisifs. Le feu est ainsi un phénomène privilégié qui peut tout expliquer. Si tout ce qui change lentement s'explique par la vie, tout ce qui change vite s'explique par le feu. Le feu est l'ultra-vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans notre cœur, il vit dans le ciel, il monte de profondeur de la substance et s'offre comme un amour. Il redescend dans la matière et se cache, latent, contenu, comme la haine et la vengeance. Parmi tous les phénomènes, il est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations contraires, le bien et le mal. Il brille au paradis, il brûle en enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse. Il est plaisir pour l'enfant, assis sagement près du foyer. Il punit cependant de toute désobéissance quand on veut jouer de trop près avec ses flammes. Il est bien-être et il est respect. C'est un Dieu
tout à l'heure est terrible, bon et mauvais. Il peut se contredire. Il est donc un des principes d'explication universelle. Alors, est-ce que ton pinceau est le feu? Je dirais que c'est plutôt ma main, le pinceau du feu. Parce que sur cette planète, pour toujours parler d'elle, les 4 principes qui nous précèdent et qui sont fondateurs sont les 4 éléments: le feu, l'air, la terre et l'eau. C'est eux qui ont créé et c'est eux qui ont la possibilité de détruire. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir un pinceau qui s'appelle le feu. Avec humilité, je pense que c'est vraiment lui qui travaille avec moi. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus de travail que tu déploies à travers le feu? C'est un processus, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un véritable processus de métamorphose intérieure qui a pris corps dans une forme d'exaspération de notre nature humaine, d'exaspération vis-à-vis des livres qui contiennent tout. Ouais, on a fait tellement d'erreurs depuis tellement longtemps, on a croisé tous les problèmes, beaucoup de gens ont réfléchi dessus, on produit des livres, on a toutes les solutions là sous nos yeux, dans les livres, et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de les apprendre, on les range dans des bibliothèques et on oublie d'apprendre le contenu. 6500 ans d'histoire, d'écriture, pour en arriver là. Je vous assure, c'est la colère qui m'a... Pas la colère, l'exaspération. Un processus intérieur de transformation et de libération du passé. Je n'avais pas prévu tellement le feu, il s'est invité dans l'atelier. C'est arrivé. Et moi qui étais dans ce processus de rejet et de destruction, il m'a dit: non, c'est pas toi qui crée, ici c'est nous qui créons. Moi je suis le feu. Tu vas voir, ça va bien se passer. C'est possible de transformer. C'est possible de dépasser. Alors, s'ouvre la carrière infinie de rêverie savante. Puisqu'on a détaché du principe inné la qualité évidente, puisque le feu n'est plus la flamme jaune, les charbons rouges, puisqu'il est devenu invisible, il peut recevoir les propriétés les plus variées, les qualificatifs les plus divers. Prenez par exemple l'eau forte. Elle consume le bronze et le fer. Son feu caché, son feu sans chaleur, brûle le métal sans laisser de traces, comme un crime bien fait. Aussi, cette action simple mais cachée, lourde de rêveries inconscientes, va se couvrir d'adjectifs suivant la règle de l'inconscient. Moins on connaît, et plus on nomme. Pour qualifier le feu de l'eau forte, Trevisan, qui a écrit en 1722 les secrets les plus cachés de la philosophie des anciens, donc Trevisan, dit que ce feu caché est subtil, vaporeux, digérant, continuel, environnant, aérien, clair et pur, enfermé, non coulant, altérant, pénétrant et vif. De toute évidence, ces adjectifs ne qualifient pas un objet. Ils exposent un sentiment,
vraisemblablement un besoin de détruire. La brûlure par un liquide émerveille tous les esprits. Psychanalytiquement, la volonté de détruire coefficiente une propriété destructive reconnue à l'acide. En fait, penser à une puissance, c'est déjà non seulement s'en servir, c'est surtout en abuser. Sans cette volonté d'abuser, la conscience de la puissance ne serait pas claire. En fait, penser à une puissance, c'est déjà non seulement s'en servir, c'est surtout en abuser. Qu'en dis-tu? C'est-à-dire que nous, petits humains, on pourrait abuser de la puissance. J'ai plutôt l'impression que c'est la puissance qui pourrait nous utiliser avec nous comme outil pour abuser. Mais peut-être parce que je ne veux pas accepter cette partie intéressante que propose Bachelard, parce que je me sens concernée, mais pas abusive. On dit on n'expérimente pas avec le feu pour dire qu'on ne sait pas où ça nous amène quand on fait quelque chose. Donc, est-ce que le feu est une puissance qui abuse de ton geste? Non, je pense que le feu profite pas dans un sens péjoratif, mais il a senti un endroit où un bras qui était disponible, par lequel il pouvait passer. Et lui, il avait des choses à proposer au livre, et c'est passé par ce bras. Bon, il se trouve que ce bras, il est dans mon corps, et que dans ce corps, il y a au-dessus une tête qui pense, plus ou moins. À quoi tu penses quand tu brûles? Oh, je pense pas. Non, je regarde, je profite du spectacle. Ah, évidemment, je gère un petit peu le près, le loin, et le longtemps, pas longtemps. Mais non, c'est plutôt, c'est vraiment du présent, du moment présent. C'est Yves Klein qui disait, en réponse à la question qu'est-ce que le temps qui passe, je trouvais qu'il avait une magnifique réponse qui résonne aussi beaucoup. Il disait, on ne peut pas répondre à la question qu'est-ce que le temps qui passe. On pourrait envisager que le temps est le moteur qui fait que le présent est constamment renouvelé. Du coup, quand je brûle, c'est le présent que je regarde. C'est mystérieux tout ça. On dirait pas. Alors, à propos de cet instant décisif, aux grandes fêtes d'hiver, dans mon enfance, on faisait un brûlot. Mon père versait dans un large plat du marc de notre vigne. Au centre, il plaçait des morceaux de sucre cassé, les plus gros de sucrier. Dès que l'allumette touchait la pointe du sucre, la flamme bleue descendait avec un petit bruit sur l'alcool étendu. Ma mère éteignait la suspension. C'était l'air du mystère et de la fête un peu grave. Des visages familiers, mais soudain inconnus dans leur lividité, entouraient la table ronde. Par instant, le sucre grésillait avant l'écroulement de sa pyramide. Quelques franges jaunes pétillaient au bord de longues flammes pâles. Si les flammes vacillaient, mon père tourmentait le brûlot avec une cuillère de fer.
La cuillère emportait une gaine de feu comme un outil du diable. Alors, on théorisait. Éteindre trop tard, c'est avoir un brûlot trop doux. Éteindre trop tôt, c'est concentrer moins de feu et par conséquent diminuer l'action bienfaisante du brûlé contre la grippe. L'un parlait d'un brûlot qui brûlait jusqu'à la dernière goutte. Un autre racontait l'incendie chez les distillataires quand les tonneaux de rhum explosaient comme des barils de poudre, explosion à laquelle personne n'a jamais assisté. À toute force, on voulait trouver un sens objectif et général à ce phénomène exceptionnel. Enfin, le brûlot était dans mon verre, chaud et poisseux, vraiment essentiel. C'est intéressant cette image du sucre, parce qu'en fait, c'est donc du verre, enfin c'est de la silice organique, un sous-produit du verre dans sa composition la plus simple, que je viens poser sur les livres avant de les offrir au feu. Et ça ressemble un peu à ça, à ce sucre qui se met à crépiter et à fondre dans une matière qui ne sait pas encore exactement à quoi elle va ressembler, mais qui est un peu jaune sur les bords, un peu grise au centre, et qui bouillonne jusqu'à ce que j'enlève la flamme. Alors inversement, je dirais que pour ce travail-là, enlever la flamme trop tôt, c'est trop doux. Et enlever la flamme trop tard, du coup, tout est cassant et plus rien ne tient. Inversement à ce qu'il écrit. Alors, c'est une sorte de tension. Oui. C'est une forme de tension, d'attention et d'intention et puis c'est nos trois, enfin, on n'est pas que trois, hein, mais bon, on va dire on est au moins quatre. Il y a le livre, le verre, le feu, la main. Et c'est chacun le dosage de la tension, de l'attention et de l'intention qui font qu'à un moment donné, bim, un arbre. Une écorce. Ou un arbre. Méthode. Que me veux-tu? Tu sais bien que j'ai mangé du fruit de l'inconscient. C'est une citation que Gaston Bachelard met en exergue de la politique de la rêverie. Et c'est une citation de Jules Laforgue pour terminer notre entretien. Merci.
présenter, me déployer comme je voulais, avec vraiment un accueil fantastique. Merci, merci grandement. C'est vrai que le salon de la dernière a été annulé par une fois consécutive. Tu m'as dit, quand tu veux, il y a de la place. Jusqu'à 3 et